toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous jusqu'à 16h30 pour une nouvelle émission, on va dire, pleine de surprises. Aujourd'hui, voilà, une information, on va parler de choses plus décomplexées, on va dire ça comme ça. Mon invitée est une artiste, humoriste, comédienne et scénariste du nom de Rosa Berstein. Ce nom ne vous parlera pas, ou oui, je ne sais pas. Mais en tout cas, après cette émission, une chose est sûre, vous ne l'oublierez pas. Jeune trentenaire, juive, ashkénaze, nous allons voir avec elle comment on se libère des dictats de la religion et des scrupules de l'éducation s'il y a, mais aussi comment on vit aujourd'hui, en 2022, le célibat. Nous allons parler d'amour, de sexe et plus encore. C'est aujourd'hui en direct sur notre Facebook Live, radioj.fr et sur Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Et oui, bonjour Rosa Berstein. Bonjour Cyrielle. J'ai mis cette musique parce que dans votre spectacle, il y a cette musique qui est très entraînante et vous parlez de beaucoup de choses sur cette musique. On va y revenir dans cette émission, mais pour parler de votre spectacle, puisqu'il y a un spectacle qui s'appelle Rosa, on parle d'amour, de sexe, mais aussi de religion, d'éducation un peu. Et c'est le cas aujourd'hui avec vous sur Radio J. Vous en parlez de façon assez libre aussi dans votre livre que vous venez de sortir qui s'appelle Les mecs que je veux ken aux éditions Arène, mais aussi dans votre podcast du même nom et donc de votre spectacle. Mais d'abord, Rosa, j'ai envie de parler du début avec vous. Vous êtes d'accord ? Oui, avec grand plaisir. Eh bien, vous avez 32 ans. Vous êtes issue d'une famille juive ashkénaze. Et alors, je découvre ça dans votre spectacle, dans votre livre et j'ai envie d'avoir un peu le portrait robot de la famille Berstein. Eh bien, la famille Berstein, alors c'est des origines polonaises du côté de mon père. Et du côté de ma mère, c'est plus compliqué. J'ai un quart catholique par son père et de sa mère, c'est alors son père, c'est des juifs autrichiens qui sont arrivés en France au début du XXe siècle et sa mère, c'est des Salvador Cohen, c'est des juifs d'Espagne qui sont devenus des juifs du pape et puis qui sont ensuite allés en Alsace-Lorraine, se sont embourgeoisés. Et non, c'est rigolo parce que il n'y a pas eu de tabou autour de la sexualité dans mon éducation juive. Ça a toujours été très lié. Et je me souviens que mon père, même s'il est très pudique, m'a toujours répété, je sais pas si c'est vrai, mais que dans la Torah, une femme avait le droit de demander le divorce si son mari ne la fait pas jouir. Oui, c'est vrai. En fait, c'est plutôt s'il ne tient pas son rôle d'homme. Voilà, disons plutôt les choses de cette façon-là. Alors, vous le dites autrement, vous vivez dans une famille que vous appelez gauche tarama. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas la gauche caviar, c'est la gauche tarama. C'est quoi la différence pour vous ? C'est que mes parents avaient pas spécialement de sous, mais c'est quand même un milieu, on va dire, parisien, donc privilégié intellectuellement, avec beaucoup d'exigences. Il faut lire, voilà, ils auraient aimé que je fasse de longues études. Ce que je leur ai pas donné, mais voilà, il y a toujours eu le rapport à la culture, mais on n'était pas des bourgeois, loin de là. Le rapport à la culture parce que votre papa vient de ce milieu-là. Oui, absolument. Il fait des films, je crois, il produit des films, il fait des scénarios et je crois que quand vous êtes petite, à 7 ans, il y a un petit traumatisme ou pas, je ne sais pas. Mon père produisait des films étrangers, des films d'auteur assez érotiques, en tout cas avec des images, et c'est vrai que mes parents m'ont très tôt amené voir des films pour adultes, quoi, donc j'avais accès à ça. Ça, c'était pas l'aspect traumatisant. J'en fais une blague dans le spectacle. Ce qui était plus traumatisant, c'était quand ils m'ont parlé très tôt de la Shoah. Ça, je dois avouer que oui, c'était peut-être un peu too much très tôt. Ouais. D'ailleurs, la Shoah, on va y revenir dans quelques instants parce que vous parlez de... Enfin, je ne vais pas spoiler ce qui va venir parce qu'on va progresser ensemble. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à un moment donné, vous avez 7 ans et votre papa vous montre des images et il vous dit, je crois, regarde, elle est pas sensuelle. C'est ça ? C'est un truc comme ça. Hein. C'est-à-dire que oui, je me souviens qu'on allait voir des films avec des scènes de nudité et que oui, mes parents avaient une parole assez libre. Enfin, de toute façon, ils avaient un côté hippie. Hein. On allait, ils se mettaient à poil avec leurs potes sur des plages nudistes. Enfin, il y avait un côté très... à la fois très rigide du côté de mon père parce que il avait lui été militant trotskiste, donc pas spécialement fun. Mais ma mère, c'était l'amour libre, les avancées des droits des femmes. Pas de problème avec donc un sujet qui peut être tabou pour certains, mais qui n'était absolument pas pour votre famille. Donc ce qui justifie peut-être un petit peu tout ça. Alors justement, vous parlez de Shoah. Je vais y revenir. Ça vous hante un petit peu quand même dans votre spectacle et voilà, c'est intéressant parce
parce que vous parlez des Ouïghours, mais vous comparez volontiers leur sort à une chouette. Mon Dieu. Alors, je sais pas si là, il faut venir voir le spectacle parce que je veux pas expliquer la blague comme ça. Est-ce que vous pouvez nous la faire, la blague? Ah non, il faut venir voir le spectacle, Okay, vraiment. allez, vous avez raison. Mais... Alors, vous parlez dans votre livre, on va essayer de faire un parallèle entre tout parce que tout est lié, il faut dire les choses comme elles sont, d'un fichier juif qui est un peu traumatisant. Oui, alors ça c'était... j'essaie toujours d'avoir un angle humoristique, mais c'était un prof fou que j'ai eu au collège, et parce que j'étais déléguée et que j'avais pris des notes sur les profs et que je les avais écrites dans des fiches, j'avais comparé ce que j'avais fait au fichier juif, quoi. Mais c'était vrai, il était complètement taré. Mais disons que je raconte ça dans le livre, pas tellement à ce moment-là pour parler des juifs, mais pour parler du fait que c'est la première expérience de déception avec un prof, alors que je les admirais énormément et que je voulais beaucoup leur plaire et avoir des bonnes notes. Et après ce prof, ça a changé. J'ai aussi eu un rapport de défiance et d'insolence vis-à-vis des profs, de l'autorité. Alors on va revenir à votre parcours très vite et sans doute influencé par vos parents, je ne sais pas. Vous commencez le théâtre à 8 ans au cours Paul Simon et terminez votre formation en 2010 par la classe libre du cours Florent. 2 ans plus tard, votre carrière démarre. Vous devenez Cécile de Volanges dans la pièce Les liaisons dangereuses au théâtre de l'Atelier parce que John Malkovich vous repère. Racontez-nous ça. Eh bien, oui, j'avais passé l'audition en plusieurs tours et j'avais passé un premier tour pour le rôle de Cécile de Volanges. Et comme je le raconte aussi dans le livre, en fait, la directrice de casting m'avait dit, vu que j'étais déjà formée, que j'avais des seins, elle m'avait dit, tu reviendras pour Émilie la courtisane. Donc je revenais en fait pour ce rôle-là. Et puis j'ai présenté une scène de mon choix de Arthur Schnitzler, écrivain que j'adore, dans La Ronde. Justement aussi une pièce au début du XXe siècle sur la liberté sexuelle et c'est ça qui a plu en fait à John. Donc déjà c'était quand même lié à la sensualité, à la sexualité, à mon rapport à ça. Et puis c'est ça qui l'a convaincu en fait. Et il m'a choisi en Cécile parce que je proposais une Cécile qui avait envie de perdre son pucelage et non pas une Cécile qui en avait peur. Oui, donc un côté quand même où il y a de vous quelque part parce que vous en parlez beaucoup de la sexualité, bien sûr, dans votre spectacle et dans votre livre. Et il y a ce côté avoir envie très vite de passer un cap, notamment parce que vous rencontrez un jeune garçon à un moment donné dans votre jeunesse et vous sentez que il faut y aller, quoi. Il faut passer à autre chose. En fait, je pense que la sexualité, pour moi, c'est très lié à l'amour. C'est la manifestation de l'amour, c'est la manière de prouver l'amour, c'est la manière de le faire. Et comme, oui, ça, j'ai toujours été obsédée par l'amour depuis mon enfance et une serial loveuse, quoi. J'ai toujours été envie d'aimer et donc c'est un sujet qui est très présent dans le spectacle et dans le livre parce que très tôt, là où j'ai des amis qui ont commencé en fait à tomber amoureuse, oui, peut-être à l'adolescence ou même à la vingtaine. Mais moi, c'était enfant, quoi. Enfant, j'étais déjà folle amoureuse. On dit de vous, elle est une Woody Allen en femme, tout aussi obsédée sexuelle que lui. Est-ce que c'est une obsession autour de ça, une frustration ou une posture ou encore autre chose? Vous venez un petit peu de répondre à ma question, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment au fond? Ça, c'est sûr que j'ai été très influencée par le cinéma de Woody Allen, que j'adore, qui est l'un de mes réalisateurs préférés. Et pour moi, ce qu'il y avait avec Woody Allen, c'était l'autodérision, c'est-à-dire l'humour juif new-yorkais. Et c'est lui qui a su rendre cool, en fait, la névrose et la loose, en fait, le fait d'être passé à côté, quoi. Et je pense que dans le sexe, il y a aussi quelque chose parfois d'un peu ridicule, d'un peu pathétique, l'échec et oui, je crois que ça raconte plein de choses, en fait. Ça raconte les rapports de domination. Il y a plein de choses qui peuvent être métaphoriques. Ouais, via le sexe. On va écouter plutôt votre petite bande-annonce de spectacle. On a un petit extrait, 34 secondes précisément, sur l'antenne de Radio J, un spectacle que vous avez fait naître d'abord en 2018. Et donc, on va tout de suite écouter un petit bout. Au départ, il s'appelait Tenir debout. Avant cela, ma première fois. Et puis, vous l'avez fait progresser en rosa. Est-ce qu'il va y avoir des soirées BDSM, PCR en nostalgie, tu sais. Soirée BDSM, PCR, je sais pas, c'est quoi le concept? On me donne un petit coton-tige à l'entrée, et le but c'est de le mettre dans un maximum de trous, et de l'enfoncer le plus loin possible. Et le safe word, le mot pour tout arrêter, c'est Marlène Schiappa.
Voilà, un petit extrait bref de ce que vous nous montrez sur scène. Alors vous y allez, hein. Ah oui, vous y allez quand même, vous y allez. Mais honnêtement, je suis venue vous voir, je vous l'ai dit en off, c'est franchement très drôle. Le public, il est conquis, moi aussi. Vous êtes rafraîchissante, vous jouez à merveille dans votre pyjama avec un peignoir rouge dessus. Vous donnez un petit coup, un petit peu dans ce débat vieux comme le monde, avec une perception d'une femme très libre en 2022. Il est dit que votre spectacle est féministe, cru, malicieux, culotté. Comment vous le définissez, vous ? Comme ça ? Oui, j'aime bien justement que les autres le définissent à ma place. Ça me permet de mieux vous en sortir. Absolument. Bah, ça me permet d'en apprendre. C'est-à-dire justement quand les autres définissent mon spectacle, je me dis ah oui, tiens, intéressant. L'autre jour, j'ai vu dans une story, il y a une podcasteuse qui a dit que mon livre, que j'étais hétérodissidente. J'ai adoré. Hétérodissidente. Ouais, je voudrais quand même que je me renseigne sur la définition, mais je trouvais ça sympa. Il y a un petit air chez vous, disons-le clairement, Rosa Berstein, d'Anaïs Demoustier. Avec qui vous avez joué dans Sauver ou Périr, je crois, avec Pierre Ninet qui faisait aussi partie de votre comment on dit de votre ma promo, votre promo, voilà. Oui, Pierre, je le connais depuis longtemps. Anaïs, on s'est croisés quelques fois. En fait, il se trouve qu'au départ, c'était Isia Higelin qui devait jouer la femme de Pierre Ninet dans ce film. Et puis finalement, elle a pas pu, je crois, pour des raisons qui lui appartiennent. Et donc ils ont ça a été Anaïs Demoustier qui a été castée ensuite, mais ils avaient fait les seconds rôles et donc moi j'avais déjà été prise. Mais c'est posé quand même la question pour eux de me garder ou pas, étant donné qu'on a quand même une ressemblance physique et ça paraissait presque un peu bizarre à l'écran. Bon, après j'ai un tout petit rôle, quoi. Je fais juste la nana à l'accueil du conservatoire. Mais oui, c'est vrai qu'on m'a souvent dit qu'elle et moi qu'on se ressemblait. Je vous parle en fait d'Anaïs Demoustier parce que je sais que les auditeurs ne vous voient pas forcément, à part s'ils sont sur le Facebook Live. Et donc c'est pour expliquer un petit peu ce profil, entre guillemets, de jeune femme à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, parce que vous avez une certaine douceur, même c'est certain, une douceur qui transparaît de vous, alors que vous êtes extrêmement désinhibée. Alors on va pas passer la bande-annonce complète, parce que forcément on veut garder ça, on veut dire aux auditeurs, allez vous voir. Mais sur scène, disons-le, vous êtes névrosé un petit peu. Ah oui, oui. Il y a une petite thérapie, on sent que vous êtes passé par la psychanalyse quelque part. Vous parlez de plaisir féminin, de célibat, d'histoire d'un soir foireuse, rendez-vous chez le psy, rendez-vous avec vos parents ou rapport avec votre judaïté. Il y a chez vous, Rosa, une urgence à dire haut et fort votre vérité ? Absolument, et c'est vrai que j'avais pas du tout, mon intention n'était pas d'être vulgaire ou trash sur scène en abordant ces sujets. J'avais juste envie de nommer les choses et de pas me sentir censurée et d'appeler un chat et donc une chatte une chatte. Mais c'est vrai que j'essaie quand même d'avoir d'un angle un peu enfantin. C'est-à-dire que oui, ça me fait rire et ça fait rire, c'est rigolo. Mais il y a un côté très romantique chez vous, donc ça passe extrêmement bien. Avec donc voilà, c'est un combo qui fait que ce n'est jamais vulgaire. Est-ce que vous pensez que vous dépoussiérez un peu le Jean-Marie Bigard et Blanche Gardin parce que vous êtes cru sans jamais être vulgaire ? Alors, je sais que vous adorez Blanche Gardin. Oui, j'adore Blanche. Je la mettrais pas du tout à côté de Jean-Marie Bigard. Je pense que déjà Blanche. C'est parce que ce sont des humoristes qui parlent de sexe vraiment de façon hyper libre, plus que les autres, à mon sens. Mais s'il y a d'autres. La différence, c'est que Jean-Marie Bigard on a parlé de façon extrêmement moqueuse, en fait, notamment des femmes et du sexe des femmes, alors que je pense que Blanche Gardin, elle en a parlé de façon libératrice et que d'être une femme, de 40 ans, sans enfant, qui prend des médicaments et il n'y a pas de moquerie des autres. On est déjà chez Blanche Gardin dans un héritage qui est celui de Woody Allen, qui est celui de l'autodérision, qui frôle l'autodestruction. Ensuite, moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir une parole peut-être moins désespérée, mais plus avec, au contraire, l'espoir, c'est-à-dire l'envie de faire avancer les choses et de parler de la jouissance et pour pouvoir aussi décomplexer et que oui, faire un peu tomber les tabous, notamment autour de l'orgasme féminin, que tout ce qu'il y a autour de la femme ne soit plus forcément une espèce de mystère et contribue et non, qu'en fait il y ait certaines choses où on se dise voilà, ça c'est plus un mystère, en fait, on va vous dire la vérité. Est-ce que vous avez j'y vais franco, allons-y. Est-ce que vous avez une sexualité aussi libre que vous le dites
sur la scène et dans votre livre, du coup. Ah mais j'ai l'impression que dans le livre et sur la scène, au contraire, ma sexualité, elle est pas. Je dis que vous en parlez peu. C'est pas ça, c'est que je me caricature, je dis que je suis un mauvais coup, que je sais pas faire l'amour, que je suis mauvaise, et puis qu'il y a des trucs que j'aime pas. En fait, c'est pas le but, c'est comment dire. C'est plutôt de désamorcer, de parler des blocages et des peurs, et que de dire j'ai pas si je jouissais 50 fois par jour, je pense que j'aurais pas besoin de faire de spectacle. Je pense que je ne ferais que ça. Mais je parle de masturbation, mais dans les rapports avec les hommes et les rapports amoureux, dans mon livre ou dans mon spectacle, je parle plutôt d'une expérience de l'échec, de l'absence de rencontre, quoi. Et est-ce que c'est facile d'être célibataire dans cette génération finalement où tout va vite, parce que c'est un peu la politique du Kleenex, je prends, je jette, on tourne à gauche, on tourne à droite, c'est un peu la manière de swiper qui on a envie, avec qui on a envie d'être. Est-ce que il y a vraiment une place pour l'amour en 2022 aujourd'hui? C'est une vraie question que je me pose. C'est une très bonne question, et je pense qu'en effet la place de l'amour est mise à mal, et que c'est très dur le célibat aujourd'hui, c'est très dur de rencontrer les gens. En effet, les personnes sont interchangeables, Internet et les applications de rencontres ont quand même compliqué la donne, parce que parfois, on rencontre quelqu'un et puis on n'a plus jamais de nouvelles. On est ce qu'on appelle ghosté, quoi. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de rupture. C'est juste, on n'a plus de nouvelles, et donc on n'exige plus de mots, on n'exige plus de consolation, de pourquoi. C'est comme ça, quoi. Vous parlez aussi de l'orbiting. Oui, j'ai trouvé ça génial. Dites-nous quand même qu'est-ce que c'est exactement. L'orbiting, ça veut dire se mettre en orbite, c'est-à-dire un peu, on voit les mecs qui tournent autour, qui regardent. Et en fait, c'est vrai que ça, c'est un truc quand même assez masculin, c'est de rôder un peu, c'est-à-dire de pas s'engager, mais tous les 1-2 ans, de tester, de voir si la femme est toujours prenable, est-ce que si on va la séduire, elle répond. Et donc il y a quelque chose un petit peu de garder, d'observer les conquêtes, et Instagram en fait contribue à ça, parce que les gens peuvent observer les vies des uns des autres via les stories, ce qui est très troublant. Oui, c'est-à-dire que c'est la politique du stalk, mais on ne s'engage pas, exactement. On ne s'avance pas, on observe ça de loin, comme si finalement on était si proche, on connaît la vie de l'autre, et c'est pas forcément le cas. Vous êtes comment en vrai, en amour, Rosa? En vrai, je suis, c'est-à-dire, moi, j'ai pas un personnage, donc je suis exactement comme dans le spectacle ou dans le livre, c'est-à-dire une grande romantique, très fleur bleue, mais est-ce que vous ne lâchez rien, surtout pas vos ex? Mais en fait, moi, j'ai des ex avec qui je suis toujours amie. J'en ai dans le livre. En fait, moi, j'ai envie de douceur et de rencontre. En fait, c'est pas quand je critique les mecs, c'est pas pour critiquer les mecs. C'est que j'aimerais qu'on s'aime plus à égalité, en fait, et que ce soit plus doux, plus tendre. Si jamais j'ai des ex et qu'on a déjà vécu une histoire, je continue de garder une place pour eux dans mon cœur. Ce que je trouve plus dur, c'est quand il y a même pas l'espace de la rencontre à cause des coups d'un soir, des mecs qui se comportent pas bien, quoi. On va parler de la rencontre tout de suite, justement, parce que j'ai envie d'en savoir encore plus sur vous, Rosa, d'aller encore plus loin, creuser. Initialement, en 2019, vous avez sorti un podcast intitulé donc Les mecs que je veux ken, que l'on retrouve sur toutes les plateformes. Un podcast qui porte bien son nom, puisqu'au départ, vous décidez de créer ce podcast un petit peu pour ça. Et j'ai envie qu'on écoute un extrait où vous êtes avec face à vous Kian Kojandi, qui est un humoriste aussi. Moi, peut-être mon problème, c'est que je suis vachement attirée par les artistes. Les acteurs, les humoristes. C'est pas pour rien que dans les mecs que je veux ken, je reçois plein d'humoristes. Mais je pense que c'est une très mauvaise idée, parce que je remarque que le besoin, en effet, la gratification de plaire chez les humoristes est très 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 forte. Et je me dis, mais comment ne pas y céder quand tu vois... tu sors d'un spectacle, tu vois une meuf super jolie, trop fan de toi. Comment tu fais toi pour avoir cette espèce de distance morale, tu vois Parce que nous, on n'a pas cette tentation. C'est pour ça que je te pose la question. C'est qu'en fait, en tant que meuf, il n'y a jamais des mecs magnifiques qui t'attendent à la sortie du spectacle. À la sortie du spectacle. J'ai adoré cet extrait. J'ai adoré cet échange, et je conseille à nos auditeurs d'aller écouter vos podcasts qui sont donc avec des mecs que vous voulez ken. Voilà, on va le dire, mecs que vous voulez avoir dans votre lit, pour ceux qui ne comprennent pas cette expression. Vous avez reçu beaucoup d'humoristes et de personnalités. Voilà. Et est-ce que, quelque part, dans cette manière de dire les choses de façon décomplexée, de faire des choses décomplexées, il n'y a pas aussi une envie d'exister au travers quelque chose qui
voilà, qui est une petite niche entre guillemets pour pouvoir Ken. Si seulement ça m'aidait. Je crois qu'en tout cas, ça me permet un peu plus de comprendre les hommes, quoi. Parce que, en effet, quand je pose ces questions, j'aimerais savoir pourquoi sur certaines choses on est encore si différents et pourquoi c'est plus facile pour un homme humoriste que pour une femme aussi. Exactement. Et puis pourquoi et puis leur demander, regardez comme nous on a besoin d'admirer. Et c'est vrai que voilà, ce que je reproche un peu aux mecs, c'est d'être quand même que bloqué sur l'apparence physique, alors que nous, il faut qu'on soit séduite, il faut que le mec nous fasse rire, qu'il ait une personnalité incroyable et qu'en même temps ce soit un mensch. Vous dites nous. Moi, je suis dans votre camp, mais après c'est pas forcément le cas de toutes les femmes. Absolument. Aussi. Et il faut pas trop non plus genrer tout aujourd'hui, parce que justement il y a une nouvelle génération de mecs qui font un travail de déconstruction et qui se comportent un peu différemment. On voit les choses quand même changer, bousculer. Et en même temps, je dis ça, et c'est pas que générationnel, parce que moi, mon père, il a toujours eu besoin d'être avec des femmes intelligentes. Donc, en fait, c'est juste ça que j'aimerais, quoi. C'est qu'on... Parfois, je trouve ça dommage, le fait qu'on soit réduite à un bout de viande et je trouve que ça serait bien que les hommes... oui, en fait, moi, j'aimerais que le fait d'avoir un podcast, d'écrire et d'être drôle, ce soit un facteur de séduction, quoi. Et pas si j'atteins la fameuse, j'en sais rien, taille 36-38, quoi. Mais on a peut-être l'impression que, en fait, peut-être les hommes ont peur des femmes qui réussissent et des femmes qui ont envie. C'est aussi ça, un long débat qu'on va peut-être pas avoir le temps d'avoir aujourd'hui, mais les hommes ont parfois peur des femmes qui réussissent. Vous êtes quand même d'accord avec ça ? Complètement. C'est en train de changer, mais c'est vrai que voilà, la société, elle est en pleine mutation. Alors, il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres, mais je pense qu'en effet, il y a des injonctions à la masculinité. On attend d'un homme qu'il ait du travail, qu'il gagne de l'argent. Et c'est vrai que parfois, en fait, aujourd'hui, il y a des couples où c'est la femme qui travaille et c'est l'homme au foyer. Et il faut qu'on accepte aussi à valoriser ça. En fait, il n'y a pas de raison que ce soit un moins que rien et qu'elle, ce soit une connasse qui porte la culotte. Donc, je crois que voilà, on est en train de dire aux mecs, en fait, il y a plein de modèles et de schémas possibles. Et on vous trouvera tout aussi désirable, même si on gagne plus de thunes. Enfin, tu vois, par exemple.